La dynastie des Mérovingiens a mauvaise réputation, peut-être à cause des récits hauts en couleur et en cruauté et en violence qu'en a fait Augustin Thierry au XIXe siècle dans ses récits des temps mérovingiens. Pourtant, cette dynastie a perpétué la civilisation latine et chrétienne et elle a duré près de 2 siècles et demi. À la mort de Clovis, en 511, son royaume fut partagé entre ses 4 fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Pourquoi est-ce que Clovis, en apparence, détruit l'œuvre de sa vie? Eh bien parce que la loi franque exige que les biens soient partagés de manière égale, en tout cas équitable, entre tous les fils. Il obéit à la loi franque. Il a beau être roi, il obéit aux lois. À l'époque, la loi des Francs, c'est d'ailleurs, en tout cas celle des Francs-Saliens, celle qu'on appelle la loi salique, qui a été mise par écrit à la demande de Clovis. On reparlera de cette fameuse loi salique plus tard. Mais si le royaume est gouverné par plusieurs rois, il reste un royaume, de même que même quand il y a plusieurs empereurs, il n'y a qu'un seul empire romain. C'est toujours le royaume des Francs, même s'il y a plusieurs rois en même temps sur le trône. Ce qui rend la numérotation de ces rois, d'ailleurs, assez difficile. Mais c'est beaucoup plus tard qu'on a donné des numéros à ces rois. Ces partages et les querelles qui en découlent ont néanmoins donné aux historiens postérieurs l'impression d'un très grand désordre. Parce qu'ils vivaient à une époque où le roi transmettait tout son royaume à son fils aîné. Il n'en est pas ainsi chez les Mérovingiens, et néanmoins le royaume reste un, il sera même gouverné plusieurs fois par un seul roi, d'abord sous Clotaire Ier, de 558 à 561, sous Clotaire II, de 613 à 623, et sous le fils de celui-ci, le célèbre Dagobert Ier, qui a régné de 629 à 639. C'est une des raisons pour lesquelles il est connu. Il est connu aussi par la chanson « Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers ». Mais cette chanson a été composée pour se moquer non pas de Dagobert, mais de Louis XVI, donc beaucoup plus tard. Mais Dagobert Ier est aussi connu pour avoir édifié la première abbaye de Saint-Denis. Ces rois mérovingiens ne gouvernent pas seuls, ils vivent au milieu d'une cour composée de grands officiers à leur service, et puis aussi de guerriers qui leur sont dévoués, qu'on appelle les leudes. En effet, il n'existe pas une grande armée royale au service du roi, qui existerait tout le temps, on en est encore loin. Chaque troupe est commandée par son propre chef, et il faut que le roi s'impose à tous. Les rois ont aussi des conseillers ecclésiastiques, comme Saint-Éloi ou Saint-Ouen pour Dagobert, dont l'avantage est qu'ils n'ont pas d'enfants à qui transmettre leur charge, d'une part, et qu'ils sont dépositaires de la culture latine que les Mérovingiens s'attachent à transmettre. Et les plus importants des grands officiers, ce sont les maires du palais qui administrent les biens du roi, car le roi ne lève pas des impôts à travers tout le royaume, il vit des revenus de ses propres domaines. Mais cette cour est lointaine, et la seule occasion pour le roi d'imposer sa volonté à tous, c'est le grand rassemblement de l'armée qui a lieu, selon la tradition romaine, au mois de mars. C'est à l'occasion d'un de ces rassemblements qu'a lieu le fameux épisode du vase de Soissons. Une anecdote qui n'a strictement aucun intérêt en elle-même, à part de montrer que Clovis est une brute épaisse. Mais elle illustre la manière dont ces rois s'imposent aux autres barbares qui sont de farouches guerriers comme eux. D'une manière assez directe, un peu artisanale, mais assez efficace. Mais en dehors de ce rassemblement annuel, le roi s'en remet, pour gouverner les provinces, à des comtes qui surveillent un territoire et élèvent des guerriers, chose importante. Et aussi, ils y rendent la justice. La guerre, la justice, ce sont les deux attributs importants du pouvoir avec les finances qui sont tenues, en l'occurrence, par les maires du palais. Et parfois, en cas de besoin, on met au-dessus des comtes un chef militaire qu'on appelle un duc, et qui est placé au-dessus de tous les comtes d'une province. On peut remarquer que ces titres, comte vient de comes comitis en latin, qui veut dire compagnon, duc vient de dux, qui veut dire chef, ce sont des titres latins. Les Mérovingiens continuent de perpétuer l'Empire romain, ils font partie encore de l'Empire romain. Le royaume des Francs est un compromis entre l'Empire romain et les lois barbares, à tel point que les Francs obéissent aux lois franques, la loi salique, mais les Gallo-romains, les anciens habitants, continuent d'obéir à la loi romaine, au droit romain. Ce qui donne à l'époque des Mérovingiens une impression de chaos, ce sont les partages, car à l'occasion de ces partages, bien sûr, il y a des rivalités sanglantes. Et ces rivalités affaiblissent bien sûr les rois. Car les comtes en profitent pour marchander leur soutien. Qu'est-ce que tu me donnes si je te soutiens? Sinon, je soutiens ton cher frère. Et donc les rois, pour s'assurer le soutien des guerriers, leur accordent des terres. Et ces terres deviennent peu à peu héréditaires, parce qu'il est difficile de les en chasser par la suite. Si bien que les fonctions officielles deviennent elles aussi héréditaires. C'est le début de la naissance d'une noblesse qui accapare les fonctions de comte et même d'évêque, de manière héréditaire, ce qui était inhabituel dans l'Empire romain d'autrefois. Et parmi tous ces nobles, bien sûr, les plus importants sont les maires du palais, qui s'occupent des finances du roi. Et puis, comme tout a une fin, la dynastie des Mérovingiens s'est éteinte. Pour plusieurs raisons, d'abord, ils n'ont pas eu de chance.
car beaucoup sont morts jeunes, ils ont donc eu des fils qui ont régné jeunes, et donc ont eu des règnes très courts, ce qui favorise les désordres et multiplie les occasions de partage. Néanmoins, il y a toute une légende noire, notamment la légende des rois fainéants, qui a été inventée par un moine qui s'appelait Éginard, qui était le biographe de Charlemagne. Charlemagne, c'est un carolingien, et donc les carolingiens expliquent que s'ils sont arrivés sur le trône, c'est parce que les mérovingiens étaient des bons à rien. Et Éginard raconte que ces rois étaient tellement fainéants qu'ils se promenaient en char à bœuf toute la journée. En réalité, rien n'est plus absurde. Le fait de se promener en char à bœuf était un rite propiatoire destiné à attirer la prospérité sur le royaume. Le roi le faisait à son avènement. Si ces rois avaient réellement été paresseux, ils auraient conduit de légers chars de sport tirés par 4 chevaux blancs à fond de train sur les routes. Néanmoins, il y a une impression de désordre et de chaos due, comme je l'ai dit, aux querelles dynastiques incessantes, et puis au fait que les Mérovingiens n'ont pas été de grands bâtisseurs, ils n'ont pas laissé d'imposants monuments, mais l'art mérovingien brille notamment dans le domaine de l'orfèvrerie. Je signale d'ailleurs que Saint-Éloi appartenait à une famille d'orfèvres, l'orfèvrerie était très importante. Et puis les Mérovingiens ont laissé aussi beaucoup de manuscrits enluminés qui ont perpétué la littérature latine et les textes sacrés, car les Mérovingiens font partie de l'Empire romain, latin et chrétien. Qu'est-ce qu'il faut se répéter dans ce métier? Et puis surtout, à la fin, après 2 siècles sans invasion notable, les Mérovingiens vont être confrontés à un nouveau danger, les invasions arabes.